Me voilà dans ma ville natale de Montevideo, où je m'y plais, de recevoir et d'accueillir le cœur ouvert mes étudiants de l'UQAM, de la maîtrise en communication internationale et de droit international. Nous sommes dans le cadre du projet UQAM Mercosud qui a commencé déjà il y a 10 ans. Ce projet, chaque année, prend un sujet différent pour participer au volet de groupe. Donc, par exemple, en 2008, c'était intervention en communication et santé, où l'on a participé avec le ministère de la Santé uruguayenne à l'analyse de la mise sur pied de la réforme de santé universelle en Uruguay. Depuis l'année dernière, on a travaillé au projet de communication, diaspora, migration et démocratie. Et cette année, on a pris comme sujet communication et interdiscipline. Et puis finalement, engagement social. Pourquoi? D'abord, on a participé à un grand colloque, un immense colloque à l'AIC qui regroupe l'Association latino-américaine de chercheurs en communication de toutes les Amériques et de l'Espagne, où l'on a retrouvé plus de 1200 participants et où nos étudiants ont fait des présentations à des différentes tables rondes. Ils ont fait des expositions et ils se sont nourris de l'expertise des professeurs et des chercheurs. Outre ça, la possibilité des étudiants qui ne viennent pas de communication parce que justement on travaille la question de l'interdiscipline. Même si la communication est comme le déclencheur, celui qui propose d'aller à la rencontre de l'altérité en proposant un terrain qui est assez éloigné, je crois qu'on a pu tisser avec des étudiants venant des horizons très éparses, comme j'ai eu une bosniaque, des gens de la Tunisie, des gens de l'Ukraine, des gens de Paris, des gens du Japon, qui ont pu participer grâce aux possibilités que l'UQAM nous donne via le service de relations internationales et la coordination pour les Amériques, de participer à ce projet que je trouve fort intéressant pour eux et pour nous. Montevideo et Montréal, le logo de l'UQAM Mercosud, le Mont-Royal et le Cerro de Montevideo, la possibilité pour un pays si petit comme l'Uruguay de 3,5 millions d'habitants d'accueillir des étudiants de toutes les couleurs, de toutes les pensées, de toutes les appartenances et de changer avec eux dans un pays qui est devenu un pays, le nôtre malheureusement, d'émigration, alors qu'il s'est constitué, comme on a vu dans les cours de la professeure Monica Madone, un pays d'immigration. Ça rafraîchit vraiment notre pays, ça rafraîchit les esprits et ça permet l'ouverture. Vous avez en Uruguay je ne sais pas si c'est une micro-comparaison à faire avec le Canada, mais l'Uruguay, c'est un tout petit pays enveloppé de deux immenses frères et sœurs. De comparaison dans la relation de l'Argentine, l'Uruguay et le Canada, États-Unis. Je vous le dis, à tonnes de niveaux. Au niveau démographique, c'est la même chose. On a la même comparaison démographique américain, Canada, Argentine, etc. Il y a beaucoup à faire. Et je ne sais pas si c'est l'œuf et la poule, je ne sais pas qu'est-ce qui est la conséquence de quoi, mais on a même développé des attitudes, des façons d'être qui sont similaires. L'Uruguay, c'est un pays très discret, très humble, qui ne cherche pas le high profile, un peu comme le Canada peut l'être dans sa relation avec les États-Unis. Mais en même temps, c'est un pays qui recherche sa propre indépendance. Et je trouve que après 2 ans, ce que moi j'ai découvert, c'est qu'on a un profil ou un code de valeurs très similaire entre les Canadiens et les Uruguayens. Qu'on parle de l'accès à la santé, j'arrive à vos thèmes un peu, qu'on parle à l'accès de la santé, l'accès à l'éducation, la répartition de la richesse, combattre la pauvreté. Bon, on peut débattre qu'on en fait assez ou pas assez au Canada, etc., ou comment c'est fait ici. L'Uruguay est un pays incroyablement influent pour leur poids relatif, en relativité, sur les scènes multilatérales, que ce soit à l'ONU, que ce soit à la OEA, que ce soit dans des efforts de paix dans le monde, que ce soit, ils sont très influents et très engagés, je devrais dire. Mi nombre es Carlos Luján, yo soy el director de la Unidad de Análisis Estratégico de la Cancillería. Antes de venir acá estaba como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Uruguay en su política exterior busca un equilibrio entre la región y el mundo. ¿Sí? Ha definido, dentro de la región distintos círculos concéntricos. Un primer círculo es el del Mercosur, ¿sí? Compartimos con Argentina, con Brasil, con Paraguay, ¿sí? Un segundo círculo es el sudamericano, ¿sí? Donde estamos construyendo institucionalidad a partir de UNASUR.
luego en términos latinoamericanos con la CELAC, y formamos parte de la OEA ya desde hace muchísimas décadas a nivel de todo el continente. Tenemos en la relación con Argentina, que es una relación de mucha cercanía, pero también como buenos hermanos con nuestras dificultades, una relación similar probablemente a la que tú también marcabas de Quebec con Canadá. Y debe recordar también que Argentina es un país federal, al igual que Canadá, y por lo tanto los clivajes federales inciden mucho en su política transfronteriza. Al igual que las relaciones bilaterales con Argentina y Brasil son muy importantes, nuestras relaciones con Estados Unidos son de primera prioridad. Así lo son también las con la Unión Europea. Como te decía recién, los derechos humanos son uno de los puntales de la política exterior. No en vano Uruguay preside el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en este momento. Tiene una relación, sí, con Estados Unidos de amistad, digo, de los pueblos tanto uruguayos como norteamericanos, pero también de independencia y de autonomía. ¿Sí? Nosotros creemos en la seguridad colectiva, creemos en Naciones Unidas, somos uno de los principales países en términos de los aportes a las fuerzas de paz, creemos que por ahí es el camino de la búsqueda de la construcción de la paz. Sé que eso es lo importante, marcar el carácter de los estados participando en el proceso de integración, y creo que lo mismo ocurre en las relaciones con Canadá. Lo importante no es cuál es la mayoría gobernante en este momento, sino las larguísimas relaciones de amistad y de cooperación que tenemos con Canadá, más allá de un gobierno de un signo u otro. Parece que todo cambio en el sentido de una mayor democratización es bienvenido. Si nosotros tenemos una excelente relación tanto con el mundo árabe en particular como con el mundo musulmán en general. Hace poco acabamos de reconocer al Estado palestino. ¿Sí? O sea, tenemos una política consecuente en el tiempo. Nos alegramos de las elecciones en Egipto, tanto presidenciales como legislativas, los cambios en Túnez. ¿Sí? Me parece que van en la buena dirección en un mundo que es muy complejo. ¿Sí? Entonces, eso nos implica una relación equilibrada entre el mundo y la región. Sí, creo que no debería el Frente Amplio abandonar ese equilibrio, ni centrarse solamente y exclusivamente en la región, pero tampoco abrirse al mundo y vincularse solo a grandes potencias, olvidándose o de espaldas a Latinoamérica. Salut, je m'appelle Omar Azabi, je suis étudiant à l'UQAM en maîtrise bidisciplinaire en droit international et politique internationale. Je suis franco-tuniso-suisse et mon principal intérêt dans ce programme UQAM-Mercosud, c'est évidemment l'aspect droit international et politique internationale de l'Uruguay et plus en général ses relations avec le reste de l'Amérique latine. Bonjour, je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante française à la maîtrise en communication à l'UQAM, au Québec, et je suis venue à Montevideo afin de réaliser un stage sur le multiculturalisme. Coucou, on est à Punta del Este en Uruguay. Je m'appelle Marois et mon sujet de maîtrise c'est sur la représentation des identités culturelles dans le cinéma québécois. Bonjour, mon nom est Valentin et je m'intéresse aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et leur lien entre l'éducation et la jeunesse. Salut, moi c'est Annie, nous sommes à Cabo Polonio en Uruguay. Je suis en stage pour ma maîtrise en communication interculturelle. Moi je suis Gonzalo Elcredi, j'étudie ingénierie en électronique depuis 2007 et je milite dans le centre d'étudiants d'ingénierie et puis ici dans la fédération d'étudiants universitaires. Moi je suis Martin Randall, je suis secrétaire de relations internationales de la Fédération d'étudiants universitaires de l'Uruguay. En premier lieu, la fédération, c'est le rassemblement d'étudiants universitaires de l'Uruguay depuis 1929. Et a comme rôle dans la charte de la fédération, le premier point, c'est le combat contre l'impérialisme. Ça, c'est un système qui provoque plein d'injustices. Et alors, en tant que mouvement d'étudiants, on est plus que ça, on est un mouvement de la jeunesse, mais aussi on est le mouvement des jeunes qui ne peuvent pas étudier. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un système injuste. Et c'est pour ça que la fédération se conçoit comme un espace de construction et de transformation sociale du pays. L'éducation publique en Uruguay, elle a toujours été gratuite. Ce n'est pas par hasard, c'est à cause des luttes sociales, des luttes
du peuple pour la maintenir, la gratuité. Et c'est dans ce sens dans lequel c'est l'État qui doit qui doit garantir l'accès à l'éducation. Ce n'est pas que garantir la gratuité, mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est garantir l'accès. Ce que nous, on demande comme étudiants, c'est la gratuité, ce n'est pas que ne pas payer. C'est aussi la gratuité au moment de pouvoir qu'étudier et être un bon étudiant. La plupart des étudiants, les 55% travaillent, des étudiants à l'université. Et la plupart ou la presque totalité des étudiants qui travaillent ont significativement un retard académique. Non, parce que c'est sûr, les carrières sont pensées pour qu'étudier. Si toi tu étudies et tu travailles, t'es foutu. C'est l'État qui prend partie de l'éducation et ce sont les personnes qui, quand on paye les impôts, partie des impôts vont pour l'éducation. Donc c'est gratuit, mais en certaine manière, on paye quand on sort de l'université. Mais en particulier sur l'université, je peux destaquer le caractère de gratuit. L'université est gratuite. Elle est de libre accès. Et on n'a pas d'épreuve d'admission pour y entrer. Et puis, elle est gouvernée par, c'est le co-gouvernement, ce qu'on peut dire. Elle est gouvernée par les étudiants, les profs et les diplômés. Il y a plus de 80% des étudiants au milieu public, université publique. Dans la société uruguayenne, le système public est très prestigieux. Et ça, c'est important. En fait, les présidents de la République, même ceux qui sont de droite, et les sénateurs et les députés, en général, ils viennent du milieu public et ils ont participé dans le gouvernement du milieu public. Ce n'est pas le cas de tous, mais c'est le cas de beaucoup. En fait, avant, pendant la crise de 2001-2002, le professeur le plus important de l'université gagnait la même chose que le portier d'un édifice. Alors c'est la raison pour laquelle la plupart des meilleurs professionnels, pas des meilleurs professionnels, mais oui des meilleurs professeurs, des meilleurs investigateurs, sont dans le milieu public. Et ce que la société uruguayenne pense ou ce qu'on pense des frais universitaires, et ici Gonzalo l'a dit, mais il y a un concept qui est très intéressant, c'est pas trop qu'il est intéressant, mais c'est qu'il est important, c'est l'éducation comme un droit universel. Et c'est comme un droit universel et un bien collectif. C'est un bien de la société, du peuple. Alors avoir des ingénieurs, avoir des médecins, c'est pour le peuple. C'est un concept qui est très fort dans la société uruguayenne, mais ce n'est pas un concept qui est homogène ou je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas un concept qui est imposé. En fait, la droite, elle a toujours l'idée de faire une université qui n'a pas de libre accès, c'est-à-dire que tu dois faire des preuves d'excellence pour pouvoir y entrer. Une université qui ne soit pas autonome et co-gouvernée, comme disait Gonzalo, c'est-à-dire qu'elle dépende directement du pouvoir exécutif ou du Parlement, en fait, pas de l'université elle-même, et une université où on doit payer la matricula. On espère de la société québécoise une hausse de la lutte, une participation encore plus grande des mobilisations, mais ensuite pas que des protestes et des manifestations, mais ensuite de penser, de construire une nouvelle société, de penser comment on doit faire pour changer le monde. Le projet de stage UQAM Mercosur, tu as fait ça en quelle année? Ça a commencé en 2005. J'avais l'opportunité à venir à l'UQAM Rico dans le cadre de ma recherche de maîtrise. Qu'est-ce que ça t'a apporté le projet en tant que tel, le stage avec UQAM Mercosur? En même temps, j'avais besoin d'apprendre l'espagnol. J'ai vécu avec une famille, disons, très proche de l'île de Carmen, qui parle que espagnol. Donc, dans l'espace de quelques mois, j'étais très fluide en espagnol. Hay que hacer una preparación que quede así, un escabeche ahí,
No tengo nada como para pinchar. Ven aquí. Ven aquí. Solo el olorcito. C'est bon. J'ai mes trucs à mater, puis en plus ça m'a fait un prix, j'ai pas payé les pailles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas payé les pailles. Puis c'est intéressant. C'est plein de films très mauvais. dont Battleship, qui est la sainte horreur du film. Marois, est-ce que tu trouves quelque chose d'intéressant? Le maillot del papa. Esto lo tengo acá para exhibición. Las tuyas ya se están cocinando, se está dorando la mozzarella. Después afuera le ponemos piedras. ¿Te parece? Si. Je vais l'expliquer. Ouais. Donc, les pizzas qui sont là, c'est juste pour les montrer. Ceux qu'on va acheter, ils sont en train de cuire. Puis après ça, moi, je mets les trucs que je mets dessus. Será de aquel rico que a escondidas nos miró, fiel testigo del amor. A nuestros comunicadores para que piensen en esas cosas, que la accesibilidad es también un derecho y hay un conjunto y una parte de nuestra población que si no somos capaces de generar y utilizar la... Espero que podamos disfrutar todos pero te esperaba, de todo abandonar. De ese sitio todo iba a llegar y hasta el tiempo grabado en mis manos sale en busca de tu corazón que una tarde esperando quedó. Sin embargo, esa incorporación masiva de mujeres no está cambiando, digamos, la naturaleza y la naturaleza. Sabré llegar al fin del camino por seguir. Les archéologues, avec une méthodologie archéologique, ça veut dire reconstruire l'histoire des personnes que personne n'a vues et qu'on peut les faire, on peut reconstruire l'histoire de ces gens à partir des restes matériels de conduite. C'est ça la clé de l'anthropologie. Et on faisait ça pour les Indiens. Pour les Indiens de cette région. On a une préhistoire de 11, 12, 13 000 ans. En Uruguay, en ce moment, on a 30, je crois, à peu près 30 ans d'années de vie démocratique, mais auparavant, il y a eu une dictature qui s'est passée entre 1973 et 1985, je crois. Cette dictature, c'est fini, c'est une dictature qui... C'était pas seulement l'Uruguay, il y a eu l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay. Il y a eu tous des gouvernements militaires dans la région avec des coordinations répressives, des gens qui fouillaient d'un pays et l'autre, et que la police ou l'armée d'un pays les prenait et les envoyait dans l'autre. Une coordination, tout un moment de violence politique à échelle régionale. Ça s'est fini en 1985 et ça a retourné la démocratie. Mais au premier moment, il y a eu des lois qui disaient qu'on ne pouvait pas fouiller dans les passés. Que tous les gens qui étaient portés pour les familiers, pour les amis disparus, morts et torturés, on ne pouvait pas faire de recherche parce que c'était le prix qu'on devait payer pour passer de la démocratie, de la dictature à la démocratie. Il y a à peu près 300 personnes qui ont été disparues.
en Uruguay, en Argentine et en Porto Alegre, des Uruguayens qui ont été disparus dans ces processus. Il y a des familles, il y a des ONG, des droits de l'homme, il y a beaucoup de monde qui a pendant beaucoup de temps ont voulu savoir ce qui s'est passé avec ces gens-là. Au début, la justice ne recevait pas, ne donnait pas cours des plaintes parce qu'il y a cette loi ici qu'on n'avait pas le droit de mener les militaires dans les tribunaux. Après, ça a été un peu discuté. C'était pas légal de faire ça. C'était des crimes, c'était pas n'importe quel crime. C'était des crimes on dit lesa humanidad, de lèse humanité. C'était vraiment des grands crimes internationaux qu'on ne pouvait pas les pardonner à l'échelle domestique. Et on commence à faire de certaine façon une archéologie légiste. Parce qu'une preuve archéologique, pour un juge, c'est une preuve judiciaire. Ça c'est important de le voir. Parce que les conditions de mort, la plus croyable, c'est celle qu'on puisse arriver en regardant les corps, en essayant de trouver une balle, etc. Parce que les certifiés, ça n'existe pas de certifiés de décès de l'époque. C'est la seule façon d'établir les conditions de mort. Dans ces 30 années de gouvernement militaire, il y a eu des crises économiques, il y a un problème de pauvreté, des crises sociales assez graves. Et alors, à la demande du président, à cette demande du président à l'université, on nous a convoqués à l'époque. Moi, j'étais directeur du département d'archéologie. J'ai reçu un dossier. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à résoudre ce problème des droits de l'homme? Moi, j'ai répondu les dossiers en disant que j'avais entendu que dans plusieurs des cas, les techniques archéologiques avaient été employées pour essayer de trouver des personnes disparues. Ce n'est pas la magie, il y a toute une procédure archéologique, des travaux dans des grandes surfaces. Il faut avoir l'information, il faut travailler avec des photos aériennes pour reconnaître le changement de la physionomie des paysages. Et on se rend compte où il y a eu un cimetière clandestin, où il y a eu des modifications. Toutes des techniques habituelles en archéologie. Ellos van a tomar este curso de historia contemporánea. Hoy queríamos presentar y compartir con Eva lo que fue su experiencia en investigar el caso uruguayo. Y vamos a tener oportunidad de dialogar con ellos y que esto anime además un intercambio. Yo doy fe, Canadá es un país hermoso, Montreal es una ciudad divina y yo espero que la conozcan y que puedan pasar una estadía vale la pena. Se llaman piratas porque los primeros estaban difundiendo desde barcos que estaban en aguas internacionales, entonces fuera de ley, pero estuvieron difundiendo de barcos hasta la tierra. Y así fue nombraron Gloria Pirata. O sea que hay muchas similaridades entre Túnez y Uruguay, porque conocimos casi el mismo tipo de desarrollo, o sea, un desarrollo entre 6 y 8% del PIB durante más de 8 años, entre 2000 y 2008 casi. Desarrollamos un tipo de economía basado en los servicios en general. El ejemplo típico, lo que funcionaba y que funciona hasta ahora en Túnez, es lo que se llama en inglés call centers. Acá también. También, bueno, otra similaridad entre Túnez y Uruguay, qué bien. Somos más o menos 35 millones. Son cifras de 2011. ¿Okay? Entonces somos más o menos 34.5 millones. En Quebec somos cerca de 8 millones. Y en Montreal somos 3.8 millones. ¿Okay? Para dar una comparación a Uruguay, después ustedes van a hablar francés.
En Uruguay 3.3, entonces somos más en la ciudad de Montreal que todo el país uruguayo. Para hacer una gestión de la diversidad cultural, porque hay autóctonos, hay los franceses de Quebec, también los ingleses y los inmigrantes. Para arreglar todo eso, en 1971 hay una ley que se llama multiculturalidad, y eso la significación es que no hay un pueblo que como no fundó el país. Es que la población al final es el total de todas las culturas en mezcla todo. No sé, como Uruguay. No hay una cultura más grande o más fuerte que las otras. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores, el amor bastardo va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón. Equipo rojo, 6 puntos. Equipo azul, 7 puntos. Pierdo de una herida abierta.
Fernando, que es muy conocida, la doble San Antonio, que corren y suben el cerro. Entonces se promocionaba ese tipo de carreras en el exterior, desde un punto de vista turístico. Sí, me dijeron, me puso, sí, en la red de la Universidad de la Cancillería. Lo que vivimos antes de ser ahora. Quieres sobrevivir para vivir amándote con locura. En esta vida dura, lo bueno no dura más que un momento en este pasar para dejar